merci beaucoup d'être aussi nombreux dans l'amphithéâtre. On a 118 inscrits pour cette conférence qui a été organisée voilà, maintenant depuis plusieurs mois pour l'organiser. Donc merci beaucoup d'avoir répondu si nombreux à l'invitation. Je tiens tout d'abord à remercier deux représentants de la PHP, de la direction des affaires juridiques de la PHP, donc monsieur Marc Dupont et madame Audrey Lallemand, qui sont présents aujourd'hui pour échanger avec nous sur le sujet de la personne de confiance et des directives anticipées, pour qu'on puisse avoir aussi un regard extérieur sur ces deux thématiques qui suscitent aussi beaucoup de questions et d'intérêt dans d'autres établissements. Vous verrez qu'on n'est pas les seuls à s'interroger sur la mise en œuvre pratique de ces deux supports. Et je tiens à remercier donc le docteur Auro, le docteur Codogno et Muriel Coutelier qui vont co-animer cette conférence et voilà, qui ont aussi beaucoup travaillé à la préparation de cette conférence en lien avec Caroline Méziani du service des usagers. Donc on a voulu cette conférence interactive et participative. Donc j'espère que vous avez pu apporter vos téléphones portables ou que vous allez pouvoir partager des téléphones portables parce que vous avez devant vous des QR codes qui vont vous permettre de répondre à différentes questions qui vont vous être posées. Et l'idée, c'est que à l'issue de chacune des questions, il puisse y avoir des échanges avec tous les professionnels qui sont là pour échanger avec vous et que voilà, on soit dans un échange plus que dans un cours magistral. Docteur Codogno, je vous laisse démarrer. Comme on vous le disait, on ne voulait pas faire un cours magistral sur la personne de confiance et les directives anticipées. Donc on vous propose un support quiz. Donc on va vous demander de flasher les QR codes qui sont devant vous. Et puis, on va commencer par le QR code personne de confiance. Et on va, au fil de l'eau, on va vous laisser répondre à la première question. Et au fil de l'eau, on va échanger sur les affirmations qu'on vous propose, savoir si c'est vrai, c'est faux. Et en fait, à la fin des quiz, ça va nous permettre, je pense, d'avoir bien balisé toutes les notions autour de la personne de confiance et les directives anticipées. Bon, alors, le principal, c'est de passer des messages. Donc, la première, en fait, affirmation, c'est lors de chaque hospitalisation, je dois désigner une personne de confiance. Vous en pensez quoi? Et pourquoi c'est faux? D'accord. Alors, madame, vous dites c'est vrai parce que parfois, la personne peut changer de personne de confiance. OK. Là, en fait, le message qu'on voulait vous passer, c'est que dans l'affirmation, c'est « je dois désigner une personne de confiance ». Ça impliquerait que la personne est dans l'obligation de désigner une personne de confiance. Or, on va le reprendre. La personne de confiance, c'est un droit, hein, mais ce n'est pas un devoir. Hein. Donc nous, en fait, soignants, on va reprendre ce message et le réitérer au fur et à mesure de ce topo-là. C'est que nous, l'obligation en tant que soignants, c'est de faire en sorte d'informer le patient sur ce droit à un moment approprié, où on sent que c'est le bon moment pour qu'il ait l'information. Mais ce n'est pas à tout prix de recueillir une personne de confiance. C'est l'informer le patient, simplement. Hein. Est-ce que c'est clair pour vous tous ou est-ce que ça suscite des questions? OK. Voilà. Alors, l'affirmation 2, c'est quand je suis dans l'incapacité de désigner une personne de confiance. Mes proches peuvent le faire pour moi. Allez-y. On lance. Alors, c'est faux. Qui est-ce qui peut désigner une personne de confiance ? La personne elle-même. Hein, la seule personne qui peut désigner une personne de confiance, c'est la personne elle-même. Alors ça, nous, on a voulu le faire apparaître dans le quiz parce que bien souvent, quand même, hein, ça arrive que les proches arrivent dans les services et disent « je suis la personne de confiance ». Or, le patient, il est tout à fait en capacité de nous dire s'il veut ou pas désigner une personne de confiance. Donc, il se rappeler, quand vous êtes sollicité par les familles et les proches, la seule personne qui peut désigner une personne de confiance, si elle en a envie, c'est la personne elle-même. Et si la personne n'est pas en capacité de désigner, il n'y a pas de personne de confiance et c'est pas grave.
puis ce qu'on retrouve aussi et qui est gênant, c'est que sur des personnes, par exemple, qui sont démentes ou pas en capacité du tout de s'exprimer, eh bien, on retrouve une feuille de désignation de personne de confiance qui date de l'entrée du patient, et forcément qu'on sait que ce n'est pas le patient lui-même qui s'est désigné. Donc nous, quand on passe dans les services et qu'on retrouve, on raye, puis on dit que la patiente est en incapacité. Et quand on rencontre les familles aussi, on rappelle que seule la personne qui va désigner une personne de confiance, c'est vraiment le patient. Donc il faut vraiment rappeler la règle parce qu'on trouve vraiment de tout. Très difficile, ça c'est très mal vécu par les familles. Ça peut être mal vécu, mais c'est comme ça. Non. Je voudrais savoir, vous parlez de personne de confiance. Je pense qu'il serait peut-être, il y aurait un préalable, ce serait d'avoir la définition de la personne de confiance. Ouais. Alors, en fait, peut-être que la forme n'est pas la bonne, hein, j'en sais rien, mais là, on s'était dit, voilà, bien sûr, hein, Alors, au fur et à mesure du quiz, vous allez voir, madame, justement, ça va ressortir. Et ce qui va ressortir aussi, c'est la formulation que vous, soignants, vous pouvez utiliser, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise. Là, on parle de la personne de confiance, on viendra sur les directives anticipées, mais la formulation qu'on peut utiliser simplement, et les outils que vous pouvez utiliser justement pour parler simplement de la personne de confiance. Mais ça va venir au fur et à mesure des quiz, hein, vous allez avoir votre réponse. Donc là, c'est la 3 ? Ouais. Donc la personne de confiance ne concerne que les personnes malades ou en fin de vie. Il y en a qui pensent que c'est vrai ou non, c'est faux. Voilà, la personne de confiance, ça concerne tout le monde, même les personnes qui ne sont pas a priori atteintes d'une maladie grave. Hein, donc c'est une affirmation qui est fausse. La personne de confiance a accès à mes informations médicales. Alors vrai, non ? Alors là, c'est une affirmation. Ça veut dire que la personne de confiance arrive auprès d'un médecin et va pouvoir avoir accès aux informations médicales du patient. Ça voudrait dire qu'une fois que la personne a désigné une personne de confiance, elle pourra avoir accès à tout. Et pourquoi non ? Pardon ? Ok, ça c'est important de le rappeler, mais au-delà du fait qu'il soit informé en premier, à quel moment, enfin, comment la personne de confiance pourrait avoir accès aux informations concernant le malade ? Si la personne l'accorde, le demande ? Eh oui, ça voudrait dire que, vous voyez que dans l'information qu'on donne aux patients, souvent on dit qu'il faut désigner une personne de confiance. Vous avez le droit, c'est mieux de le lire comme ça. Vous pourriez désigner une personne de confiance, mais c'est aussi, à un moment donné, il faudrait pouvoir, dans la relation, enfin, dans la rencontre avec le patient, lui demander qu'est-ce qui nous autorise. Est-ce qu'on est autorisé à donner des informations concernant son état de santé ? Et parfois, les patients ils nous disent non, moi je suis capable, c'est moi qui donnerai les informations au fur et à mesure si j'en ai envie. Hein, donc ça, c'est aussi très important parce que la personne de confiance, elle vient vous voir et puis elle dit « je suis la personne de confiance, j'ai envie de savoir, j'ai le droit de savoir ». Parce que le droit, cette question du droit, hein, c'est souvent ça, j'ai le droit. Non, vous pourriez avoir accès seulement si le patient autorise. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de règle, mais globalement, de toute façon, on donne les informations à la personne de confiance sans savoir si le patient est d'accord. C'est ça le truc. Donc à un moment donné, repensons l'information, comment on transmet l'information, à qui on la donne en premier. Et puis, pour la personne de confiance, ce n'est pas un droit absolu. Ok, donc la 5, je peux refuser d'être désignée comme personne de confiance. Donc ça, généralement, ça fait consensus, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai, évidemment. Il existe un formulaire de désignation de personnes de confiance. Alors, au sein de l'hôpital, il a été retravaillé, hein, Madame Méziani, là récemment. On vous le diffusera à la fin de ce topo. Ma personne de confiance est rencontrée par les médecins et prend les décisions médicales si je ne suis plus en capacité de m'exprimer. Alors à quoi elle sert alors du coup ?
Il y en a qui pensent que c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est vrai, que c'est le rôle de la personne de confiance? La personne de confiance peut participer à un entretien médical, ouais. Mais là, l'affirmation, c'était elle prend les décisions médicales si je ne suis plus en capacité de m'exprimer. Non. Et ça, alors là, on a aussi tenu à le mettre dans les affirmations, c'est faux. Et c'est hyper important quand vous rencontrez en fait, une personne de confiance qui a été désignée. Un des éléments qui est important à dire à cette personne, c'est que bon, vous avez été désigné, est-ce que vous acceptez de l'être? Et votre rôle, ce ne sera absolument pas de porter le poids d'une décision médicale. Hein. Parfois, il y a des décisions médicales qui sont très complexes. L'arrêt d'une ventilation, l'arrêt d'une hydratation, d'une alimentation. Et les rassurer tout de suite sur le fait que ce ne sera pas une personne qui aura à porter le poids d'une décision. Parce que par expérience, hein, on a des retours parfois de familles ou de personnes qui nous disent on m'a demandé si je devais débrancher ou arrêter la ventilation de mon père, ma mère, etc. Donc c'est très important quand vous rencontrez cette personne de confiance et vous lui dites vous allez lui faire signer le papier, lui expliquer quel va être son rôle et on va y revenir, et de bien dire qu'il n'y aura à aucun moment une pression et un poids et qui sera responsable d'une décision concernant la santé de son proche. Est-ce que compléter? Ouais. Merci. Ce point-là est très important parce qu'effectivement, dans la pratique médicale, à un moment donné, si le patient ne peut plus recevoir l'information ou ne peut plus prendre de décision sur ses propres soins, l'équipe médicale doit prendre une décision, mais doit aussi surtout recueillir l'avis de la personne de confiance. Donc c'est un avis. On peut éventuellement, on doit donner des informations à la personne de confiance parce qu'elle est désignée comme telle et donc elle est en capacité de recevoir les informations. Donc le médecin peut dire, voilà, monsieur ou madame, la personne dont vous êtes confiance, on est dans une situation où on a des décisions à prendre. On voudrait vous dire les enjeux, on voudrait vous dire les difficultés que nous avons, on voudrait vous donner un point d'étape sur la situation. La personne de confiance peut se sentir immédiatement, alors qu'on ne lui a pas demandé, elle peut se sentir en position de devoir décider. Donc il est important que le médecin ou les infirmières, en tout cas toutes les personnes qui sont amenées à parler à la personne de confiance et à lui donner une information, puissent avoir un discours rassurant en disant « on ne va pas vous faire peser sur vous le poids d'une décision importante. On veut juste partager avec vous les informations et savoir si vous avez éventuellement des informations que vous avez recueillies au moment où la personne était en capacité de les exprimer. » Bon, ça, on va y revenir, il y a d'autres topos là-dessus. Voilà, mais il n'y a pas de poids, il n'y a pas de décision médicale. D'ailleurs, une décision médicale, c'est un médecin qui la prend. Ok, alors, ma personne de confiance peut être consultée par les médecins si je ne suis plus en capacité de m'exprimer, elle sera mon porte-parole. Voilà, au final, bon, ça c'est vrai, et au final, c'est comme ça que vous devez présenter le rôle de la personne de confiance. C'est ça les mots que vous devez utiliser. Si la personne dit, voilà, qu'est-ce que ça va être mon rôle au final, ce sera d'être le porte-parole, votre proche, pouvoir nous transmettre ce qu'il a pu vous exprimer par rapport à ses souhaits, à sa fin de vie, s'il a pu vous en dire quelque chose, et puis parfois, il n'en dit rien. Hein, donc, votre rôle, ce sera d'être le porte-parole, mais pas de pression, c'est pas vous qui déciderez. Hein. Voilà. Vous voulez compléter? Bonjour, oui, c'est exactement ça. Et la loi, elle parle de témoignage. Hein, la personne de confiance, elle témoigne de ce que la personne aurait voulu. Donc, il faut toujours avoir ce mot en témoignage en tête. Voilà. Alors, la 9, alors je ne sais pas si on suit vraiment là. Oui, c'est bon. Une fois ma personne de confiance désignée, ce choix est irrévocable. Voilà. Donc il y avait une dame qui nous disait, et à juste titre, on peut décider de changer de personne de confiance. Évidemment, ce n'est pas irrévocable. Il est préférable que ma personne de confiance ait une bonne connaissance de mes souhaits concernant ma fin de vie. Voilà. C'est sûr que si on a pu en parler en amont et on a pu transmettre les souhaits ou ce qu'on ne voudrait pas ou jusqu'où on ne voudrait pas que les choses aillent, c'est effectivement plus facile pour être le porte-parole de quelqu'un. Donc évidemment, il est préférable que ce soit discuté en amont. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est préférable.
Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Là même, elle a un rôle privilégié, c'est-à-dire que le texte de loi nous dit que dans le cadre de la fin de vie, on va d'abord interroger et demander le témoignage de la personne de confiance si elle a été désignée en priorité. Il y a un ordre de priorité dans le texte de loi. Donc s'il y a une personne de confiance, on l'interrogera avant et en priorité par rapport aux membres de la famille et aux proches. Donc il y a vraiment un rôle très particulier dans ce cadre-là à la fin de vie. Son témoignage prévaut, c'est le texte, sur tout autre témoignage. Donc même quand il y a des relations et si ce n'est pas conflictuel, plusieurs personnes qui peuvent se présenter, vous avez une personne de confiance, ce sera à l'équipe soignante, de manière générale, médicale, paramédicale, d'avoir l'avis et le témoignage en premier de la personne de confiance. Est-ce que du coup ça soulève des questions ou des... Est-ce que ça fait des... Enfin, dans votre expérience au quotidien, est-ce qu'il y a des... Non, pas forcément. Bon. Alors la 11, c'est sous tutelle, je ne peux pas désigner de personne de confiance. Eh ben, c'est faux. Hein. C'est vrai que souvent on se dit sous tutelle, on n'aurait pas la possibilité de désigner une personne de confiance. On peut être sous tutelle pour plein de raisons. Et alors là, je vais peut-être laisser mes collègues juger. Ah oui, alors ça, oui, c'est encore. Voilà, ça fait suite à la question suivante. Mais sous tutelle, mon tuteur sera ma personne de confiance, c'est faux aussi. Hein. Le tuteur s'autodésigne pas personne de confiance. C'est-à-dire que si le juge des tutelles, je parle sous le... Voilà, et le conseil de famille estime que la désignation est valable, c'est-à-dire que la personne a suffisamment son discernement pour pouvoir comprendre ce que la notion de personne de confiance, le document est tout à fait valable. Et c'est absolument pas de tuteur qui est désigné automatiquement, il peut l'être, hein, mais qui est désigné automatiquement personne de confiance. Hein. Donc la 11 était fausse et la 12 aussi. Hein. Alors, la 13, je peux désigner plusieurs personnes de confiance. Oui, ouais. Alors voilà, il y a la désignation d'une personne de confiance. Évidemment, on peut révoquer une personne de confiance et en avoir plusieurs au cours de sa vie, mais sur le temps de la désignation, il n'y en a qu'une. Hein, on ne peut pas mettre plusieurs noms. Hein, la loi ne prévoit pas qu'il y ait plusieurs noms et il n'y en a qu'une. Hein, c'est la personne de confiance. Donc là aussi, c'était faux. La 14, je peux désigner comme personne de confiance un mineur. Non, d'accord, très bien, parfait. Et un mineur peut désigner une personne de confiance. Oui. Oui, non, entre les deux, mon cœur balance. Donc là, je vais peut-être laisser la parole à nos collègues juristes. Alors non, la réponse est fausse. Un mineur, c'est représentants légaux. Et alors là, les représentants légaux, ce sont les titulaires de l'autorité parentale. Ça ne veut pas dire que pendant l'hospitalisation, vous n'allez pas avoir un visiteur qui a une importance en dehors de ses parents pour cette personne, mais ça sera juste un visiteur. Donc la personne de confiance, il n'y en a pas s'agissant des mineurs. On a fini les questions là sur le... Non, juste peut-être... je trouve que votre quiz, c'est ça, il est très, très intéressant parce qu'il prend d'autres axes que la loi pure et dure. Et on comprend bien ce que le droit a prévu en réalité. Il y a peut-être un point quand même que j'aurais ajouté, parce que souvent on ne l'a pas en tête. Le législateur, il a voulu que, par la personne de confiance, on puisse connaître la volonté de la personne lorsqu'elle était encore en mesure de l'exprimer. Mais il a voulu aussi, je prends le texte, que la personne de confiance, elle a un rôle d'accompagnant. Hein, c'est-à-dire qu'elle peut assister aux entretiens médicaux, vous voyez, elle peut venir en consultation avec la personne, elle peut l'aider dans ses décisions. La personne de confiance, elle va permettre à la personne sortie de la consultation ou bien encore en hospice à mieux comprendre ce que le médecin a dit. Vous voyez, donc un rôle un peu de médiateur, d'intermédiaire, disons. Donc c'est un rôle peut-être qui est moins déterminant que de témoigner de la volonté de la personne, mais c'est un rôle qui est important dans l'accompagnement. Et vous l'avez dit à juste titre, encore une fois, elle peut. C'est pas parce que je suis la personne de confiance que j'irai à tous les rendez-vous. C'est encore si le patient est d'accord. D'accord ?
Est-ce qu'il y a des questions sous ce volet personne de confiance Du coup, je reviens à la première question. Et parfois, ça peut être difficile, et c'est tout l'objet, notamment de la rencontre aujourd'hui, et puis de la formation des personnels, la formation même, on va dire, de la société sur sa santé, et la manière dont on appréhende les choses, et notre arrivée en hospitalisation, et une prise en charge médicale. Personne de confiance. Alors, on trouve aussi dans les dossiers personnes référentes. Et puis, on va trouver aussi personnes à prévenir. C'est pas la même chose, c'est pas du tout le même rôle. Donc là, je pense vous avez bien résumé à travers ce quiz quel est le rôle de la personne de confiance. Et la personne de confiance, elle est inscrite dans la loi. Quand on parle de texte législatif, c'est depuis la loi Kouchner, 2002. On est en 2025, tout le monde devrait un peu connaître qu'est-ce qu'une personne de confiance. On a encore du travail, mais collectivement, on fait ce travail-là. Personne référente ou personne à prévenir, c'est pas du tout la même chose. Nous, on est à la direction des affaires juridiques, on va suivre des contentieux, notamment sur les services de Réa, on va avoir accès aux informations médicales et on voit en haut, dans le dossier médical, les médecins ou les infirmières. Elles ont coché des cases parce que maintenant tout est informatisé, donc il n'y a pas de personne de confiance, mais on voit la case cochée, la personne référente, son fils, sa fille. Donc on comprend que c'est le référent à qui on s'adresse en priorité pour évoquer et communiquer et avoir l'information et bien communiquer l'information, l'état de santé, l'évolution de l'état de santé du patient. Cette notion de personne référente, elle n'existe pas dans la loi. Et puis la personne à prévenir, ça peut être potentiellement encore quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand on arrive sur ses deux jambes pour être hospitalisé, la personne à prévenir, on va donner un numéro de téléphone. S'il nous arrive quelque chose, on pense à qui en premier lieu on voudrait qu'on prévienne. C'est pas du tout la même chose. Moi, souvent, je peux faire des formations au niveau des IFSI, chez les jeunes infirmières. Et je vais prendre mon exemple particulier, c'est personnel. Si je vais à l'hôpital, personne à prévenir, je vais mettre le numéro de téléphone de mon mari. Personne de confiance, je ne mettrai certainement pas le numéro de téléphone de mon mari. Donc en général, quand je dis ça dans un IFSI, j'entends toujours des comme ça. Et après, je l'explique. C'est-à-dire que en ayant bien réfléchi au sujet, je me dis que mon mari, s'il devait être personne de confiance et qu'on l'interroge, ça veut dire que moi, je ne serais plus en état d'exprimer ma volonté. Je ne suis pas certaine qu'il ait le recul nécessaire et qu'il ne donne pas plutôt son avis plutôt que le mien aux interrogations, et notamment quand il y a des décisions importantes à prendre sur un avenir. Alors que si ma personne de confiance, c'est ma meilleure amie, j'en ai déjà discuté avec elle, et je sais qu'elle, potentiellement, elle pourrait avoir ce petit recul de témoigner de l'expression de ma volonté à moi, si je me retrouvais intubée, ventilée, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est très important, et tout le monde est acteur de ce sujet et doit bien comprendre les différences, qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord, quand comme ça on arrive, alors maintenant c'est des préadmissions sur Internet, des admissions, on arrive au service des admissions, devant du personnel administratif, puis dans les services on arrive devant une jeune infirmière, voire une intérimaire, et puis on arrive devant le médecin. Qui c'est qui va m'expliquer la différence entre la personne référente, la personne à prévenir et la personne de confiance? C'est pas forcément évident pour le personnel, mais en tout cas, à l'hôpital public notamment, et ça fait partie de la certification, c'est des notions qu'on doit être formé, tout le monde doit être formé, quel que soit son poste, pour justement pouvoir être un bon interlocuteur et bien exprimer. Et je trouve que si un jour ça vous arrive, en donnant des exemples personnels, et en donnant des exemples tout court, c'est peut-être plus facile de faire passer des messages. Ouais, si vous voulez, la loi au départ, elle ne prévoyait pas ce contreseing. C'est depuis 2016, je crois, que c'était prévu.
Alors c'est vrai que textuellement, enfin, strictement, c'est vrai qu'il faudrait que ça soit la personne qui va être désignée l'accepte. Hein, bon. Dans notre pratique, nous on considère que quand la personne a dit je veux que ma sœur soit une personne de confiance, ça a quand même un certain poids, si vous voulez, même si c'est pas complètement clean au plan du droit. Il y a une question là. Dans le cadre d'une OPP, pour donc un mineur, la personne de confiance devient l'ASE en attente du jugement ou le responsable légal garde ses droits? Ben là, c'est pas une personne de confiance, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de titulaire d'autorité parentale, enfin, il n'y a pas eu de désignation. Donc, l'OPP, ben, Le précise en général. Oui. En général, normalement, une bonne OPP devrait vous préciser que c'est pas parce qu'il y a une OPP qu'il y a un retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, pour résumer, en droit français, il faut avoir tenté de tuer son enfant pour être privé de l'autorité parentale. C'est extrêmement lourd. Hein. Par contre, vous pouvez avoir des exercices d'autorité parentale qui sont temporairement suspendus. Et là, en général, dans l'OPP, les juges, quand ils font et qu'ils motivent bien leur OPP, ils vont vous dire, et donc il y a juste à suivre, il faut avoir le document. Ah oui, ordonnance de placement provisoire, pardon, s'agissant d'un mineur. On va vous dire souvent, l'hôpital et le gardien même, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, les médecins peuvent faire toute intervention chirurgicale liée à la pathologie précisément. Ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas non plus l'exercice d'autorité parentale. Et de la même manière, en général, vous allez avoir en référence, vous, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, un éducateur spécialisé ou vraiment quelqu'un de l'ASE, quelqu'un qui arrive et qui se présente avec sa carte professionnelle de l'ASE. C'est pareil, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant. Mais ils ont de manière momentanée, temporairement, la possibilité de vous dire oui, ok, vous pouvez pratiquer tel ou tel geste ou telle intervention. Donc, s'agissant des mineurs, il faut bien faire attention. Il faut avoir quand même quelque chose, un document juridique, une décision de justice qui appuie et quel va être votre référent pendant son temps d'hospitalisation. Et puis ensuite, mais là c'est un autre sujet, pas pour aujourd'hui, mais juste pour vous dire que quand, d'un point de vue du droit, quand vous avez un mineur face à vous, vous ne vous tromperez jamais quand vous prenez des décisions dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Sachez que dans les textes de loi, il y a toujours cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, il y a une balance bénéfice-risque. Là, je l'opère pas. Alors, ce n'est pas une urgence. Je devrais demander aux 2 titulaires de l'autorité parentale. Mais bon, je suis dans l'attente de l'OPP. Il est arrivé, il est roué de coups. On voit qu'il y a une problématique. Peut-être que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est qu'il descende au bloc opératoire, même si on n'a pas les 2 consentements. Et potentiellement, ensuite, s'il y a une réclamation, on l'assumera au niveau de l'hôpital. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est peut-être qu'on n'attende pas 3 heures qu'il souffre et qu'on passe à autre chose. Bon, c'est une direction des affaires juridiques qui vous dit ça. Mais des fois, il y a des risques à prendre parce qu'on est dans le soin. Quand vous êtes face à un mineur, l'intérêt supérieur de l'enfant, ça fonctionnera. L'émancipation il devient adulte. Non, ils n'ont plus aucune autorité parentale sur lui. Oui, tout à fait. On s'éloigne un peu de notre sujet. Donc... Je pense que là, il faut aussi se rapprocher. Enfin, quand le patient est en capacité de s'exprimer, d'aller demander, voilà, j'ai un tel ou un tel qui me demande de vos nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je prenne un temps, même s'il n'est pas personne de confiance? Et bon, quand on parle de famille, parfois on va désigner un membre de la famille personne de confiance, mais on souhaite que l'ensemble de la famille soit rencontré. Et bon, même si juridiquement, la place de la personne de confiance va avoir une position un petit peu particulière par rapport aux autres membres de la famille, faut pas non plus scinder et on peut rencontrer, j'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est pas ce que je fais en pratique. La loi, elle a voulu que l'équipe ait un interlocuteur bien déterminé, choisi par le patient pour témoigner. Enfin, les proches, ils ont un rôle très important aussi, donc il faut aussi, on le saurait nous-mêmes à titre personnel, quand c'est notre père, notre mère, notre frère, on veut savoir un peu, on ne peut pas tout savoir, mais c'est à l'équipe de dire ce qu'elle peut dire.
Sachant que par contre, sur les décisions qui vont être prises, les choix thérapeutiques, là, on se retournera vers la personne que le patient a désignée comme étant l'interlocuteur privilégié. On demande en fait à la personne, on dit, écoutez, on va voir le malade et on lui pose la question s'il veut bien que vous répondiez. Voilà. Comme pour la personne de confiance, on s'est assuré avant qu'il souhaitait bien, parce que tu vois, là, tu le dis, si c'est la personne de confiance, de façon un peu naturelle, on serait amené à lui répondre. Mais on ne s'est pas forcément assuré avant que le patient était d'accord avec ça. La difficulté, elle peut être dans l'autre sens, sur les familles où il y a 4, 5, 6 appels, 6 demandes de rendez-vous, parfois plus, parce qu'il y a des familles très nombreuses. Et c'est vrai que même si j'entends que ce n'est pas la règle, c'est une façon de faire un peu le tri en disant j'ai les infos à personne de confiance et vous vous relayez. C'est ça, tout à fait. Et que faire des demandes d'informations par téléphone en général? Bah alors là, on se prémunit, on fait vraiment très attention parce qu'en plus, au téléphone, on dit je suis l'époux, je suis la personne de confiance, mais je suis peut-être le voisin, je suis peut-être le meilleur ennemi, enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'au téléphone, on va être d'une encore plus grande prudence. Et en tout cas, nous, les soignants, ça, de toute façon, on donnera de toute façon les infos médicales. C'est pas forcément à nous de les donner en première intention. Après, le médecin, il s'engagera, enfin, s'il veut donner des informations. Mais c'est vrai qu'au téléphone, c'est à risque. Maintenant, il y a des fois, on est bien obligé d'alerter quand même, parce que. Mais si c'est nous qui appelons avec un numéro de téléphone, on sait à qui on s'adresse. C'est pas la même chose que si c'est la personne qui appelle et qui demande des nouvelles et on ne sait pas qui c'est. En réalité, quand on donne des informations à quelqu'un comme ça, on viole le secret médical. Hein. Donc, le secret médical, c'est un principe fondamental de la relation. Et donc, vous devez en toutes circonstances le respecter. Donc, ça veut dire qu'il faut recueillir l'avis du patient. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je donne des nouvelles à telle ou telle personne, en votre présence, même en votre absence, etc. Tout ça, il faut le faire en amont, avant que la personne ne puisse plus parler, pour savoir à qui on peut discuter. Et quand on n'a pas d'informations précises, la personne de confiance est par définition la personne qui va pouvoir recevoir les informations, et exclusivement, quasiment. Maintenant, on ne va pas foutre la famille en l'air et ne pas donner de nouvelles aux autres, etc. Donc, après, il y a la sensibilité médicale. On n'est pas des robots, on n'est pas des juristes. Enfin, si, on est des juristes, mais on exécute la loi, en tout cas. Donc, après, on est des humains, si je veux dire. Moi, je voudrais juste, avant qu'on passe au deuxième topo, donner un petit peu l'avis du chirurgien. Je ne sais pas s'il y a des chirurgiens, des collègues qui sont venus. Non, je suis le seul. Bon. Alors, officiellement, je présente mes excuses de la part de tous les médecins. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, moi qui suis chirurgien, quand je reçois un patient et que je vais l'opérer, donc je lui donne une information sur l'intervention, les risques, les effets secondaires attendus, les risques rares, etc. Cette information, elle lui est due et elle est médico-légale et elle doit être tracée. Bon. Je ne vais pas forcément lui dire que l'opération peut aller jusqu'à le décès, etc. Eh bien, si, il faut le dire, c'est important. C'est même indispensable. S'il y a un risque de décès, quel qu'il soit, l'anesthésie, la chirurgie, on doit le dire. Après, on n'est pas obligé de s'apesantir là-dessus. Va arriver le moment où on va lui parler des directives anticipées et de la personne de confiance. Là, le chirurgien, c'est là qu'il s'arrête. C'est trop dur pour lui. C'est trop dur pour lui à la fois de parler d'une opération, de ses risques, et là de dire, écoutez, si vous mourrez ou si vous êtes en réanimation, etc. Du coup, il s'arrête là et il délègue. Il délègue l'information à ses collègues en disant, mes collègues le feront parce que ça, c'est trop dur. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas conscient, c'est pas absolument conscient, mais inconsciemment, il y a un blocage. Et mes collègues ont du mal à le faire. Et donc, c'est pour ça que je vous présente mes excuses, parce qu'ils délèguent sans vous demander votre avis. Hein, ils vous disent, est-ce que vous pouvez informer le patient? Et d'ailleurs, même l'institution a prévu que tout le monde puisse participer à l'information, en particulier le chirurgien, mais vous aussi. Donc moi, personnellement, ce que j'encourage à mes collègues, donc ils ne sont pas là, mais je leur dirai, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même prendre le temps de dire aux patients, écoutez, voilà, à cette occasion-là, vous allez rentrer dans le système hospitalier, on va faire une intervention, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Cela dit, c'est un moment pour moi qui m'est donné de vous donner une information sur la personne de confiance et les traitements anticipés.
Et là, on va dérouler un texte qui est à la fois rassurant, parce qu'il ne faut pas inquiéter, il ne faut pas leur donner trop, mais qui est quand même vrai sur leurs droits, parce que c'est un droit qu'ils ont. Et sur l'esprit de la loi, l'esprit du droit, c'est de leur donner la possibilité, même au-delà du moment où ils ne pourront plus s'exprimer, d'avoir encore la possibilité, via la personne de confiance, de faire valoir leur opinion, de faire valoir leurs souhaits pour leur fin de vie ou leur moment où ils auront... Donc, c'est un droit qui leur est offert, une possibilité pour pouvoir, au-delà même du moment où ils ne peuvent plus s'exprimer, pouvoir encore avoir quelqu'un qui puisse donner l'information. Donc, c'est très important que les chirurgiens le fassent. Et en tout cas, vous le faites pour nous et je vous remercie beaucoup. On peut passer aux directives anticipées. Bon, ça va peut-être aller un petit peu plus vite sur certaines questions parce que s'il y a des redondances avec la personne de confiance, mais malgré tout, voilà. Donc la première affirmation, c'est que les directives anticipées ne concernent que les personnes malades ou en fin de vie. C'est vrai. On avait oublié que il faut recode, rematricule. On est très réactifs, nous, c'est pour ça, enfin, très vite. Qui est garant du temps, d'ailleurs? Bon, ça va le faire quand même, mais on sera en retard. Donc, je reprends maintenant que vous êtes toutes et toutes connectées. Allons-y. Les directives anticipées ne concernent que les personnes malades ou en fin de vie. C'est faux. Hein, c'est comme la personne de confiance. Tout un chacun, là maintenant, on serait en droit, on a cette possibilité en tout cas d'écrire nos directives anticipées. Et si finalement on le faisait bien en amont de la maladie ou de l'hospitalisation, ce serait beaucoup moins difficile d'en parler. Hein, le problème, c'est que généralement, on va discuter de cette possibilité-là qu'à l'hôpital. Et déjà que l'hôpital, c'est un lieu où on peut avoir des frayeurs, des angoisses, des inquiétudes, etc. Voilà. Donc, autour d'un repas un dimanche, on peut parler de tout ça, puisque de toute façon, on est en bonne santé et qu'on se pense pouvoir, en tout cas, vivre encore très longtemps. Les directives anticipées, c'est bon? On est passé à la deuxième? Les directives anticipées permettent de transmettre nos souhaits concernant la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus d'un traitement ou d'un acte médical. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est de ça dont il est question dans nos directives anticipées. Alors maintenant, on trouve de tout. Les gens vont dire des choses sur peut-être j'ai envie qu'on me réanime à tout prix, mais de départ, la question, c'était bien autour de comment on envisage la fin de vie, est-ce qu'on a envie que ça s'arrête, pas un petit peu pour lutter contre tout ce qui est déraisonnable. Bon, voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que quand la personne est en état de s'exprimer, il ne faut quand même pas oublier que c'est à l'instant. Évidemment. Tout à fait. Mais on va les écrire avant de ne pas être en capacité. Ouais. Oui, tout à fait. Entendez-le, effectivement, on va les consulter à ce moment-là. C'est pour ça que tout à l'heure, on reprenait un petit peu la logique des choses, la hiérarchie. La première personne qu'on interroge et qu'on écoute, bien évidemment, c'est le patient. Si le patient ne peut plus, on s'interroge. Et on l'a sans doute fait avant, en amont, dès son hospitalisation, savoir s'il a écrit des directives anticipées. S'il ne l'a pas fait, on s'interroge s'il a une personne de confiance. S'il n'a pas désigné de personne de confiance, on va se retourner vers la famille. C'est toujours cette hiérarchie-là. J'ai l'obligation d'écrire mes directives anticipées. Alors à chaque fois on insiste sur l'obligation, sur le devoir, bien évidemment que non, puisqu'encore une fois c'est un droit, et que nous, en tout cas les soignants, on est en devoir de donner accès à cette information sur les droits du patient.
Si je suis hors d'état d'exprimer ma volonté, la parole de ma personne de confiance prévaut sur mes directives anticipées. On vient de le dire là. Non, bien sûr que non. La personne, les directives anticipées, la personne de confiance, l'entourage, la famille. Mes directives anticipées sont irrévocables. Vous voyez, on va vite là maintenant. Que non. Ah mais vous êtes là, on va se dire au revoir, c'est terminé. Non. Donc non, on va pouvoir les changer à tout moment. Ouais. On va pouvoir changer à tout moment, on va pouvoir revenir dessus. Voilà, si j'ai 20 ans, ce que je vais imaginer de ma fin de vie, ça ne va pas forcément ce que je vais imaginer à 60 ans, atteinte d'une maladie grave. Donc à tout moment, on peut changer. Ça pose problème parce que on peut changer d'avis sans avoir, on va dire, changé les directives. Et donc il y a un texte qu'on a écrit à un moment donné et puis finalement on n'y est pas revenu parce qu'on n'a pas pensé. Et qu'est-ce qui va se passer, messieurs, dames, les juristes ? C'est que si les directives anticipées ont été prises, c'est vrai qu'on va partir de là. Si par contre on avait la conviction par les échanges qu'on a eu avec le patient qu'elle n'est plus du tout d'équilibre avec ces directives, il faudra quand même en tenir compte, il me semble. Après, bon, si les directives anticipées ont été faites il y a 5 ans dans un contexte particulier, le contexte n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas été actualisé. Enfin, en toute humanité, on doit quand même tenir compte de quelle est l'expression de la personne, si elle est en mesure de l'exprimer correctement. Si, c'est toujours valide. Mais c'est une situation un peu, compliquée, un peu... Mais ça veut dire aussi que si on a connaissance, alors soyez rassurés, je ne sais pas s'il faut être rassuré, mais on a moins de 20% de la population qui a écrit ces directives anticipées, on n'est pas très ennuyé avec ça. Bon. Mais si on a connaissance que le patient a écrit des directives anticipées et qu'on s'aperçoit qu'elles ont écrites il y a longtemps, pour le coup, il a écrit ces directives anticipées, on peut en parler facilement avec lui et on peut s'assurer auprès de lui que ces directives anticipées correspondent toujours à son état de volonté de maintenant qu'il est en capacité. Mais je pense que il faut interroger, c'est comme la personne de confiance, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le patient a le droit de désigner sa personne de confiance tout au long de ses hospitalisations. Maintenant, de temps en temps, on peut aussi faire la démarche d'aller vers lui en disant vous avez, lors de votre dernière hospitalisation, il y a 1 an, désigné une personne de confiance. Est-ce que c'est toujours la même personne de confiance ? Parce qu'il faut retourner aussi, parce qu'on ne se rappelle peut-être plus qu'il y a 1 an, j'ai désigné ma personne de confiance. On ne se rappelle peut-être plus non plus qu'il y a 10 ans, j'ai écrit des directives anticipées. Donc ça va un peu dans le sens. Alors, la loi prévoit un registre qui n'a jamais été mis en place. Alors, ce que je peux vous dire simplement, c'est que dans le projet de loi qui s'est achevé, qui n'a pas abouti l'année dernière sur la fin de vie, etc., il était prévu que le DMP, le dossier médical personnel, soit désormais le support de ce registre, soit intègre ces informations. Alors, la loi n'est pas encore passée, mais si la loi sur la fin de vie, qui est attendue depuis très longtemps, si elle était prise, probablement qu'on retrouverait ce dispositif qui fait du DMP, du dossier médical personnel, donc mon espace santé, le dossier médical personnel serait vraiment le support. Donc simplement, votre question était importante sur les directives anticipées. Et ça montre aussi toute la difficulté du sujet. La loi, dans les textes et dans les documents qui sont disponibles au niveau national, il y a les documents de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, sur les directives anticipées. Et il y a 2 modèles. Il y a un modèle pour le patient qui est en bonne santé, comme nous. Et puis, il y a la directive anticipée pour les personnes malades. Et c'est qu'on a bien compris dans les bonnes pratiques professionnelles que ce n'était pas la même situation. Et on peut comprendre qu'à un moment donné, on ait des positions très précises sur sa fin de vie, souvent extrêmement péremptoires, et qu'elles soient beaucoup moins péremptoires justement au moment où on est très malade et que, mon Dieu, on est assez perturbé, très contrarié par ce qui nous arrive. Donc ça montre bien, vous voyez, que des directives anticipées assez anciennes, c'est assez problématique. Alors, il existe un document HAS pour m'aider dans la rédaction des directives anticipées, oui, qu'on peut retrouver. J'en ai oublié une. Si je suis sous tutelle, je ne peux pas écrire de directive anticipée. C'est comme la personne de confiance. On est dans le même cadre. D'accord ? Donc, un document HAS pour m'aider dans la rédaction des directives anticipées,
Oui, que vous allez pouvoir retrouver sur le site Boukongo. Alors là, c'est important ce que mon voisin a dit, parce que si le patient vous questionne là-dessus et qui vous dit comment est-ce qu'il y a des formulaires, est-ce qu'il y a quelque chose pour m'aider, faites attention aux documents que vous allez sortir, parce que si le patient il arrive en rhumato, parce qu'il a mal au dos, et que là on est en train de faire des examens et qu'on s'oriente vers peut-être cancer, métastase ou je ne sais pas quoi, que le patient a quelques petites inquiétudes par rapport à son état de santé et qu'on lui sort direct le truc de « je suis malade », donc il faut sortir le bon modèle, le modèle A, le modèle B, il faut le lire. Voilà, il faut juste faire attention parce que ça peut être peut-être un petit peu violent et traumatique. Donc c'est important de savoir qu'il existe deux modèles. Les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins si elles apparaissent manifestement inappropriées et non conformes à la situation médicale. Nous passons la main aux médecins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins. Donc ça voudrait dire que le médecin peut aller à l'encontre des directives anticipées du patient si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Donc ça voudrait dire que dans le cadre de la loi, on a pensé le fait que on pourrait quand même aller à l'encontre des directives anticipées, même si elles sont contraignantes, très contraignantes pour les médecins. Oui. Donc c'est vrai en fait. Hein. Alors c'est des situations. Alors à chaque fois en formation, on essaye de trouver des situations qui pourraient correspondre. On se dit par exemple de quelqu'un de très jeune, je sais pas, 20 ans, qui aurait assez exceptionnellement, parce que c'est quand même rarissime, écrit des directives anticipées où il dit je ne veux rien, pas de réanimation, pas de dialyse, pas d'hydratation, pas d'alimentation, etc. Bon, et qui sombre dans le coma. Bon, on va quand même laisser au médecin la possibilité de passer le cap de l'urgence, de voir ce qui se passe, et puis éventuellement de mettre en œuvre une procédure collégiale. Hein, donc ça, c'est une réunion où il y a l'ensemble de l'équipe soignante, un tiers externe et le médecin référent du patient pour décider d'aller à l'encontre des directives anticipées du patient. Donc, quand je dis les directives anticipées sont contraignantes, c'est quand même, si on décide d'aller à l'encontre, là je parle sous la supervision des collègues, il faut quand même mettre en œuvre quelque chose qui est tracé dans le dossier, une procédure collégiale, etc. Donc on ne peut pas décider, nous médecins, tout seuls dans notre coin, de persévérer en allant à l'encontre de la volonté du patient sur des directives anticipées. C'est vrai que si vous mettez votre médecin au pluriel, parce que là, ce n'était pas le cas. Si c'est un médecin tout seul, c'est faux. Si c'est une réflexion collégiale, c'est vrai. Enfin, alors, je répète. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire que la personne peut juger que dans l'urgence, il ne va pas le faire. C'est ça. Mais après, il faut réunir obligatoirement. C'est ça. Alors, c'est vrai que là, on l'a scindé, tu as raison, on l'a scindé en deux questions. Et je crois un peu plus tard, on dit un médecin seul peut décider de refuser d'appliquer les directives anticipées des patients parce qu'il les juge non adaptées. Là, c'est faux, hein, parce que la contrainte, c'est qu'il faudra mettre en œuvre une procédure collégiale. Et effectivement, on ne décide pas tout seul dans notre coin d'aller à l'encontre des directives anticipées. Un point sur les directives anticipées, c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. Hein. Je ne sais pas si parmi entre vous, tout le monde les a rédigés. Combien ? Mais le rédiger, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans la population générale, les personnes n'ont pas forcément en tête les conditions d'un essai. C'est-à-dire il y a tellement de situations médicales différentes. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai juste une anecdote, le président de la Société française des soins palliatifs, je ne sais plus comment ça s'appelle, avait écrit ces directives anticipées et les avait publiées. C'est un document qui était très précis, mais très long, parce qu'il y avait tous les cas de figure possibles. Oui. Et donc, voilà, la difficulté qu'on pourrait avoir, c'est des directives anticipées qui sont rédigées de façon très péremptoire, disons très rapide, alors que la situation médicale du patient ne sera pas du tout celle qui était prévue correspondant aux directives anticipées. Donc bon, là on a un petit peu, on n'a pas suivi complètement le quiz. Il y avait la 9, alors je sais pas trop où on en est, mais ouais, on y est. Ouais. Alors je peux écrire mon souhait concernant, dans mes directives anticipées, je pourrais écrire mon souhait concernant la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans le cadre de la loi Leonetti-Claes. Bon là on est encore plus précis encore dans le.
Alors, dans le document, pour ceux qui le connaissent, de la Haute Autorité de Santé, il y a un encart concernant effectivement ce type spécifique de sédation, qui est sédation donc profonde, continue, maintenue jusqu'au décès, qu'on pourrait mettre en œuvre à la demande du patient si le patient est en toute fin de vie, a une souffrance réfractaire, donc il faut qualifier la souffrance réfractaire, et avec un pronostic à court terme, c'est-à-dire quelques heures, quelques jours. Et ça ne peut se mettre en œuvre que si là encore on met en œuvre une procédure collégiale. Donc en fait, pour reprendre par rapport aux directives anticipées, oui, on peut en dire quelque chose en disant si je suis dans le cadre de la loi Leonetti-Claeys, je souhaite pouvoir bénéficier d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais ce n'est pas parce qu'on le note dans les directives anticipées qu'elle sera mise en œuvre. Hein. Il faut quand même tout un processus de réflexion éthique pour aller qualifier en fait, dans les termes de la loi, le fait de la souffrance réfractaire, du pronostic à court terme et de la maladie grave et incurable. Hein. Est-ce que là, c'est peut-être un petit peu plus spécifique, mais voilà. Hein, c'est aussi un volet qui apparaît dans le document de la Haute Autorité de Santé. Alors, la 11... alors la 10, on en a déjà parlé. Un médecin seul peut décider de refuser d'appliquer les directives anticipées d'un patient car il les juge non adaptées. On a dit non. Ça passe toujours par une procédure collégiale. Et il y a deux situations, si on résume, dans le cadre de la loi où on peut aller à l'encontre des directives anticipées. C'est la situation d'urgence, un médecin du SAMU qui va intervenir et on découvrira après qu'il y a des directives anticipées. On ne pourra pas aller à l'encontre du médecin, on est dans le cadre de l'urgence. Et le deuxième volet, c'est la notion de manifestement inapproprié ou non conforme à la situation médicale. La 11, c'est bon pour... ouais. Il est conseillé d'informer sa personne de confiance et son médecin de l'existence des directives anticipées. Bon, ça paraît évident. Évidemment, pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles soient connues. Donc, le transmettre au médecin traitant, médecin hospitalier, en parler à la personne de confiance si on souhaite en désigner une, à ses proches. Bon, voilà. Et la 12, je peux écrire mes directives anticipées si je suis mineur. Donc, c'est faux. Hein, comme dans le cadre, ça n'existe pas légalement des directives anticipées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'écoutera pas ce que dit l'enfant dans sa souffrance, l'enfant très malade qui dit qu'il en a marre d'avoir certains traitements. Évidemment qu'il faut l'entendre, mais légalement, on ne parle pas de directive anticipée. Je ne sais pas si je comprends bien votre question. Et l'ATA, c'est une décision médicale de limiter ou d'arrêter les traitements. Les directives anticipées, c'est une décision du patient décidant, enfin indiquant ce qu'il souhaitait. Donc c'est un peu différent. Hein, ouais. L'ATA, c'est une décision médicale. C'est voilà, j'ai décidé après avoir le cas échéant pris en directives anticipées et écouter la personne de confiance. Et chez l'enfant, il n'y a pas de directive anticipée, mais on va recueillir en équipe ce que dit l'enfant sur ce qu'il a pu dire ou ce qu'il dit de sa souffrance, de l'insupportable de certains traitements, le prendre en compte. Et puis, ça peut participer, si l'enfant n'est plus en capacité d'en dire grand-chose par la suite, d'enrichir une LATA sur des décisions d'arrêt. Voilà. Exactement. C'est un point de vue un peu différent. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. En tout cas, en dehors du fait que le patient écrive ses directives anticipées ou pas, tout au long de son parcours de soins, le patient va nous dire des choses, va nous transmettre des choses. Donc là, on parle encore plus maintenant parce que c'est la certification, mais on parle en permanence de traçabilité. Mais là, pour le coup, la traçabilité de la parole du patient est essentielle parce que si à un moment donné, effectivement, ça ne va pas bien, qu'il n'a pas d'écrit de directive anticipée, il n'a pas désigné de personne de confiance, on va quand même pouvoir, quand on va rencontrer les proches, reprendre la parole exacte des patients et de redire tout ce qu'il a pu nous dire. Alors souvent, il transmet beaucoup de choses aussi aux aides-soignantes, aux infirmières, c'est pas qu'aux médecins, mais d'où l'importance d'écrire. Vraiment, on vous encourage, quand le patient vous transmet des choses de son ras-le-bol, etc. Alors, c'est toujours 2 points, ouvrez les guillemets, c'est la parole du patient. On ne met pas d'interprétation, on n'est pas dans le jugement de quoi que ce soit, mais n'empêche que à certains moments, même par rapport à des familles compliquées, ça nous a aidé de pouvoir reprendre les paroles du patient.
Oui, nous, on a alors, ce sujet-là sur la PHP, on a essayé, les directives anticipées, on a décidé, on a des brochures, ce genre de choses, il y a de la communication de manière régulière, mais on avait décidé de ne pas faire beaucoup de com parce qu'il y a la nouvelle loi qui arrive. Et sur la personne de confiance, en revanche, on avait fait un groupe de travail, mais c'est pareil, ça passe par des réunions telles qu'aujourd'hui, faire des formations, formation initiale, formation continue des soignants, quels qu'ils soient, médecins, paramédicaux, administratifs, encore une fois. Ça passe par des vidéos, aussi faire une formation et un apprentissage du patient lui-même. Hein. On avait beaucoup travaillé à un moment donné avec les médecins de ville, parce que la loi nous dit que c'est pas que à l'hôpital de demander est-ce qu'une personne veut désigner une personne de confiance. Les médecins traitants devraient s'y mettre. Bon, résultat, on avait eu un retour avec le médecin traitant qui nous disait j'ai à peine 20 minutes par patient, je ne vais pas leur parler de personnes de confiance et de directives anticipées. Donc ils comptent raisonnablement plus sur l'hôpital et le système hospitalier que sur eux-mêmes. Donc on avait été un petit peu échaudés sur ce point-là. Donc il y a vraiment une notion de temps et de temporalité. Après, on avait fait, par exemple, sur la personne de confiance, un groupe de travail. Et il y a vraiment l'interrogation. Dans ce groupe de travail, il y avait des représentants des usagers et il y avait des médecins. Et surtout, l'interrogation des uns et des autres, c'était, mais de toute façon, il y a aussi, et c'est important de savoir quand vous m'informez, je peux désigner une personne de confiance, ça peut être un peu décoléré, c'est pour toute hospitalisation, c'est décoléré de la notion de fin de vie. Mais la notion de directive anticipée, c'est beaucoup, beaucoup plus, et c'est culturel, hein, c'est français. Quand est-ce que je vais commencer à en parler à mon patient ? Est-ce que pour toutes les hospitalisations, au cas où on leur demande s'ils ont écrit des directives anticipées, ce qui peut potentiellement faire très très peur, hein, bien évidemment, hein, si on vient pour petite chirurgie ambulatoire, on nous demande si on a rédigé des directives anticipées, on commence un petit peu à avoir des sueurs froides. Donc il y a vraiment un sujet de temporalité et pour le coup, c'est encore une question ouverte, hein, parce que je sais qu'il y a des médecins au niveau de l'AP et de toute la France, qui s'interrogent et qui vraiment maintenant, notamment, c'est beaucoup les oncologues qui ont travaillé sur ces sujets et qui savent pertinemment que l'annonce d'un cancer, dès lors qu'on dit le mot cancer dans une consultation d'annonce, ensuite, tout ce qu'on explique après, la personne, elle l'entend plus. Elle ne comprend plus, même si elle a sa personne de confiance à côté, tout le monde est choqué, ils ne l'entendent plus. Et donc, il y a des oncologues qui commencent à travailler sur des temporalités avec des consultations courtes. Donc, prévoient un temps pour le diagnostic et la pose du diagnostic et l'explication. Et dès lors qu'ils ont évoqué le mot cancer, ils mettent très rapidement fin en fait à l'entretien. Et tout de suite, quelques jours après, ils redemandent au patient de venir. Et une fois qu'il a digéré donc, ce qu'on lui avait dit la première fois, là, on va commencer potentiellement à lui parler de la thérapeutique, des alternatives thérapeutiques. Et on peut quand même, peut-être à ce moment-là, commencer à introduire ces notions. Vous entrez dans le système hospitalier, dans la prise en charge, donc en préadmission, on va vous demander de répondre à plein de questions et on a des questionnaires pour vos droits. Et là, on commence à intégrer la notion de personne de confiance, voire de directive anticipée. Mais il faut quand même décolérer les choses. Autant personne de confiance, ça commence à venir dans les mœurs, on va dire, autant directive anticipée, on voit qu'on est confronté à un mur et qu'en termes de com, en termes de droits des patients, direction qualité, affaires générales dans tous les centres hospitaliers de France et de Navarre, il y a vraiment voilà, on est vraiment sur les interrogations, à quel moment on en parle, qui en parle, c'est vraiment la grande interrogation et on n'a pas de réponse à ce jour. J'avais cru comprendre que la demande de la chaise via la certification, c'était que l'information, elle soit faite à tous les patients à l'arrivée. On doit proposer dans la loi exactement, et proposer s'ils souhaitent désigner une personne. Dans toute hospitalisation, il est proposé. Puis là, en fait, on peut se dire...
Je t'en prie, vas-y. On est d'accord que les directives anticipées, et je pose un peu aussi la question à Méziani qui est bien au courant du truc, dans notre établissement, on demande bien à tous les patients à l'entrée s'ils sont informés sur les directives anticipées et que s'ils veulent, ils peuvent en écrire. Bah, C'est bien la demande. Alors, en tout cas, je pense qu'il faut évoquer cette question des directives anticipées. Je pense qu'il y a plusieurs moyens d'évoquer cette question sans aller forcément dans l'information, parce qu'on ne va pas forcément la donner directe. Maintenant, sur le formulaire de désignation de personnes de confiance, il a été rajouté l'encart sur les directives anticipées. Donc, je pense que déjà, quand on dit aux patients, bah voilà, je vous laisse un formulaire, vous avez la possibilité, c'est un droit, de désigner une personne de confiance, et éventuellement d'écrire des directives anticipées. Voilà, quand on dit directive anticipée, si le patient en a écrit, de toute façon, il nous dit tout de suite qu'il en a écrit. S'il n'en a pas écrit, voilà. Si le patient ne va pas au-delà, qu'il ne vous demande pas qu'est-ce que c'est, bah, je pense qu'il faut dire, bah voilà, vous avez la possibilité, là, vous avez l'information. On donne systématiquement le petit livret d'accueil à la personne où toutes ces questions-là ont été retravaillées, repensées, avec accès à des vidéos, à des brochures, etc. Donc, je pense ce qu'on peut dire aussi aux patients, voilà, sur votre livret d'accueil, vous avez accès à une information concernant la personne de confiance, concernant les directives anticipées. Déjà. Et en ce qui concerne ce formulaire qu'on leur donne, là, aujourd'hui, donc on a bien dit que le patient désigne une personne de confiance qui peut changer d'avis ou pas. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, au niveau de l'établissement, si le patient ne change pas de personne de confiance par rapport à la fois d'avant? Est-ce qu'il faut faire re-remplir le document ou est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas besoin et donc si l'information est dans EasyList, c'est la bonne information? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si vous réinterrogez le patient et que le patient vous souhaite maintenir sa personne de confiance, on part du principe que la première information que vous avez récupérée et sans qu'il y ait de traçabilité du fait qu'on lui a reposé la question. Est-ce qu'on peut avoir le document? Bah oui, mais il y en a pas. C'est noté pour cette hospitalisation-là ou pour toutes les autres hospitalisations. Et le patient peut cocher. Donc, et c'est pour ça aussi, je vous disais tout à l'heure, bah, il a pu cocher pour toutes les hospitalisations, mais il revient un an après. On peut se permettre de reposer la question de est-ce que c'est toujours votre personne de confiance? Mais à partir du moment qu'il a coché pour toutes les hospitalisations, on ne va pas non plus... je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut faire simple et puis efficace. Juste pour dire que la loi était revenue là-dessus, parce qu'au départ, la loi, elle prévoyait, c'était hospi par hospi. Hein. Et maintenant, le texte a été modifié. On leur propose une fois à l'hôpital qu'elle est désignée, puis après, ça vaut, sauf que c'est une rétractation ultérieure. Hein. D'accord, donc si on lui dit est-ce que vous n'avez pas changé d'avis et qu'il nous dit oui, on ne fait rien signer. Sur le site internet, sur le site de l'hôpital, il y est. Il y a une version sur le site de l'hôpital en PDF, vous pouvez l'envoyer en amont. Oui. L'hôpital a vraiment fait un gros travail pour donner accès à cette information. Ça a quand même été largement amélioré. Et puis avec toutes ces questions de QR code, où on peut accéder aux vidéos, puisqu'il y a une vidéo sur la personne de confiance, une vidéo sur le directive anticipée. Vous avez aussi les BD, là, des documents faciles à lire et à comprendre. Bah, vous avez des accès directs. Donc ça veut dire que quand même, là, je pense que si on veut l'information, le patient aussi peut aller la rechercher tranquillement. Parce que de toute façon, c'est pas une information, c'est pas un truc qu'on va comprendre en 5 minutes. Il faut quand même se donner le temps de lire, le temps de comprendre, et puis le temps de réfléchir, d'en parler éventuellement avec sa famille. Donc penser qu'on va comme ça, on ne va pas bousculer, on n'est pas là pour bousculer non plus le patient. Je vous rappelle que c'est un droit, donc un droit, ça ne doit pas devenir non plus une espèce d'obligation.
harcèlement pour avoir les infos. Et je comprends, il y a la certification, il y a les exigences, et puis il y a aussi ce qu'on parlait de la réalité du patient, la temporalité du patient. Et ce n'est pas des notions faciles à aborder en tout cas. Pour donner une information éclairée sur son droit à un patient, il faut quand même, on a aussi la responsabilité de choisir le moment où il est, la formulation de l'autorité de santé, le moment adapté à la situation de la patiente. C'est évidemment si le patient vient d'avoir une annonce très violente, qu'il est sidéré, qu'il a eu plein d'informations, je pense que c'est pas le moment d'aller donner un feuillet ou de redonner des informations, parce que les informations, le patient il va pas les enregistrer, il va pas les comprendre, ce sera pas le bon timing. Donc si on veut donner une information à quelqu'un sur un droit, il faut choisir un moment où il semble le plus adapté, où il va être disponible à recevoir l'information et que ça va être une information. Le point sur ce sujet est important. Vous êtes dans une forme d'autonomie dans votre relation singulière avec vos patients. Par contre, dans l'hypothèse où vous considérez que ce n'est pas le moment de l'annoncer, il faut tracer dans le dossier qu'on a estimé que ce moment n'était pas adapté. Et à partir du moment, pour répondre à la question qui nous a été posée par Amélie, à partir du moment où c'est tracé dans le dossier, qu'à l'entrée, ce n'était pas le moment parce que le patient venait d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer, stade 2, stade 3, stade 4, et que le médecin a estimé que ce n'était pas le moment, permettez-moi l'expression, elle est maladroite, mais il a juste à tracer dans le dossier qu'il a estimé que ce moment n'était pas adapté. L'obligation que l'on a, c'est de donner une information éclairée au patient. Je pense que n'oubliez jamais que tous les documents qu'on fait signer, tous les papiers qu'on fait remplir, ce n'est pas l'objectif en fait. Ce ne sont que des moyens pour nous assurer que l'objectif qui est donner une information éclairée au patient pour qu'il puisse décider soit réalisé. Ne confondez pas le moyen et l'objectif parce que sinon, on va être obsédé par le moyen et on va oublier l'objectif qui nous amène à utiliser ce moyen. Et le deuxième point, si je peux me permettre d'intervenir, il y a quelque chose moi qui m'a choqué, pas le terme, vraiment marqué dans l'énoncé des questions, c'est que les questions, elles sont faites avec subtilité. Je ne sais pas si ça vous a marqué en fait. C'est-à-dire que quand on lit les questions, c'est très compliqué de les lire de manière et de faire des réponses en mode binaire, c'est-à-dire même si on a fait du vrai ou du faux, mais que quand vous lisez l'énoncé, il y a beaucoup de subtilité dans l'énoncé qui nous amène à plutôt dire oui ou qui nous amène à plutôt dire non. Et ça, c'est un point fondamental. Ça veut dire que ces deux sujets, alors plus spécifiquement les directives anticipées évidemment, mais la personne de confiance également, ne peuvent pas être traités de manière binaire. Dans la vie, vous grillez un feu rouge, c'est facile. Vous avez grillé le feu rouge. Alors s'il n'y a pas de police qui vous voit, bah, c'est bon, vous passez entre les gouttes. Vous avez le véhicule de police juste après avoir grillé le feu rouge, vous avez comment on appelle ça, un radar de feu. Bah, vous savez que vous perdez tant de points et l'amende est de temps. C'est binaire, vous avez grillé, c'est comme ça. Là, sur ces sujets, on est dans beaucoup de subtilité, on est dans une interaction entre le soignant et son patient, d'où les questions sur les logiques de moment, d'où les questions sur les logiques de réactualisation, parce que ça peut évoluer dans le temps, et garder toujours à l'esprit qu'il y a beaucoup de subtilité à avoir dans le traitement de ce type de problématique, avec quand même un impondérable sur lequel il n'est pas possible de négocier, à mon sens, c'est qu'on se doit, en tant que professionnel de santé, de donner une information éclairée aux patients qu'on prend en charge. Et que si cette condition n'est pas satisfaite, alors je pense qu'on n'est pas dans l'état d'esprit de la loi et de ce qu'on nous a demandé de faire. On est dans une logique d'avoir un patient acteur et non pas un patient consommateur de soins. Et ces logiques de directives anticipées de personnes de confiance vont dans ce sens. Mais on n'est pas non plus dans une logique binaire, fait ou pas fait, même si on a une certification HAS. On a aussi une question de moment et je pense que c'est important de le garder en tête. Mais là encore, vous savez, c'est la loi de Pareto des 80-20. Les subtilités sont parfois dans les 20% et que la grosse majorité des situations peuvent être traitées de manière tout à fait normale et fluide dans la prise en charge de nos patients. Je peux prendre la parole ou... Non, juste un peu dans le prolongement de ce que vous dites.
Nous, on a un peu d'historique sur tout ça. 2002, la loi Kouchner, personne de confiance. 2005, loi Leonetti, directive anticipée. Et pendant très longtemps, on a peut-être eu l'illusion qu'il suffisait de faire des brochures, des affiches, le livret d'accueil, et puis c'était bon. D'autant plus que sur ces sujets-là, pour le coup, il y a un consensus dans la société. Tout le monde est pour. Tout le monde dit mais c'est très bien la personne de confiance, c'est très bien la directive anticipée. Puis en fait, ça marche assez mal. Bon. Et nous-mêmes, enfin, pour revenir à ça, au début, on se disait on va faire signer ça aux admissions. Puis bon, erreur totale. C'est justement, là, on est vraiment dans des choses de la relation médicale, de la relation soignante. Ce qui veut dire que je trouve que votre format ce midi, là, c'est très bien. Je veux dire que ça permet, c'est vous après qui allez être les flambeaux pour porter ça auprès de vos équipes, dans les staffs. Il faut en parler tout le temps. Parce que les familles ne sont pas bien au courant. Souvent, les soignants ne sont pas bien au courant non plus. Et c'est que seulement lorsque tout le monde a acculturé ce sujet-là, s'en persuade soi-même, qu'on en parle en famille, qu'on en parle dans les équipes, et que ça devient quelque chose d'un peu plus naturel. Alors que ce n'est pas forcément naturel, comme vous le dites, hein, parler comme ça des directives anticipées à brûle pour point aux gens, c'est quand même dur. Bon, les professionnels ne savent pas le faire, et les familles ne sont pas prêtes non plus à l'entendre. Donc c'est quand même un exercice difficile. Donc c'est à vous après, c'est encore à vous de porter le flambeau, quoi. On compte sur vous, je veux dire, dans les équipes. D'ailleurs, nous, j'en parlais à Audrey, c'est vrai que à la PHP, on n'a pas forcément fait ce genre de choses. Je pense que c'est pas mal, parce que ça permet ensuite de diffuser. Nous, voyez, à la PHP, nous, on a 15 000 médecins. Bon, pour que ça arrive jusqu'aux médecins, on a 50 000 infirmières. Pour que cette connaissance des choses vienne jusqu'à ce niveau-là, c'est pas forcément évident. Mais c'est quand on y arrive qu'on peut vraiment avoir l'espoir que les choses fonctionnent. Madame, vous voulez poser une question là? Non, c'était juste pour dire que si on avait eu, en psychiatrie, on avait eu aussi cette réflexion en équipe, de dire que c'était pas forcément le bon moment et que l'état psychique du patient faisait qu'on ne pouvait pas en parler. Et que du coup, on se disait qu'il fallait qu'on le trace dans le dossier en disant qu'on avait réfléchi en équipe et que c'était pas le moment de pouvoir en parler au patient. Voilà, qu'il y avait une réflexion par rapport à ça aussi. Si en plus il y a une réflexion d'équipe, on est quand même très bon. Non, mais si ce sont des choses qui se questionnent en équipe, ça veut dire qu'on avance quand même. Et il me semble qu'on est nombreux ici en psychiatrie. Et alors je sais que le titre, c'est les directives anticipées, mais est-ce que, du coup je suis curieux, est-ce que l'hôpital, et puis ça pourra amener sur une autre réunion, est-ce que l'hôpital a pour ambition de développer les directives anticipées en psychiatrie comme les directives anticipées, quelque chose qui serait un peu sur le même niveau, qu'il n'y aurait pas les directives anticipées incitatives en psychiatrie. Parce qu'elles sont... Ok, je vais être clair. Ok, les directives anticipées, elles sont déployées. Parce qu'il y a un besoin. Mais par contre, mais ce n'est pas opposable. C'est là où est-ce que l'hôpital, est-ce qu'on a prévu une conférence sur ce sujet ? Mais sauf erreur de ma part, je pense que vous ne parlez pas des mêmes directives anticipées. En fait, c'est vrai que les services de psychiatrie sont très en avance pour discuter avec leurs patients de qu'est-ce qui se passe après, dans quel cadre, qu'est-ce que vous acceptez comme traitement, et est-ce que si on met ceci en place, ça irait. C'est un peu des contrats directives anticipées. Je ne pense pas que ça soit, sauf erreur de ma part, hein, enfin, en tout cas sur les services de psychiatrie, et notamment les soins psychiatriques sans consentement à la PHP, c'est d'autres directives anticipées que celle qui est prévue par la loi sur la fin de vie. Ce ne sont pas les mêmes. Après, je vous laisse la main sur dire si vous allez faire une conférence sur le sujet. C'est une bonne idée. La thématique sur la directive anticipée, elle n'a pas dit les patients de psy sont à part des autres. Ça concerne tous les patients qu'on prend en charge.
du bâtiment de Ferenczi jusqu'à, on va dire, jusqu'à Pierre et Marie Curie ici, quoi. C'est-à-dire c'est l'ensemble des bâtiments et aucun bâtiment de l'hôpital n'est exclu des discussions. L'heure, je vois que certains commencent à nous quitter. Et il me reste à remercier les organisateurs de la conférence, à remercier les participants animateurs, et à la fois en interne comme en externe. Merci beaucoup à vous d'avoir pu vous libérer. C'était un échange très intéressant. Merci à vous, très belle journée. Eh ben, merci beaucoup. Un grand merci à vous. On est finalement content d'avoir participé à ça. C'est dit comment ça m'a beaucoup vécu. Oui, le format était pas trop long non plus. On avait peur qu'il y ait un peu de la revendication, parce que comme il y avait eu en préparation de la certification, on entendait parler plus que de directives identifiées, on s'est dit, oh là là, il va y avoir des règlements de compte, et non, c'était très soft. Ça l'avait été très bien. Parfait. Merci à vous. Très belle journée. Merci à vous pour la préparation et puis l'attention des réponses que vous avez fait.